Bonjour à tous, je m'appelle Daciana Papura, je suis ingénieure de recherche dans l'EMR SAV, Santé agroécologie du vignoble à l'INRA de Bordeaux. Donc pour faire la transition entre les projets Grand Culture et Vignes, voici un projet qui s'appelle Parasitisme et outils de décision pour réduire les insecticides contre les ravageurs en vigne et en Grand Culture. Il s'agit d'un projet qui a été coporté par notre unité à Bordeaux sur Vigne et par l'Institut IGEPP, Institut Agro Rennes Angers. Et nous avons eu deux partenaires, Arvalis et Lièvre des Cognac. Et vous voyez aussi une liste des collaborateurs qui ont fortement participé à ce projet. Ce sont surtout des collaborateurs en vigne. Donc, vignes et céréales sont toujours des grands consommateurs des pesticides qui engendrent des problèmes des pollutions environnementales, santé publique, aussi émergence des résistances des bioagresseurs. Donc on considère qu'un des leviers mobilisables pour réduire cette consommation, ce serait cette communauté des ennemis naturels qu'on devrait préserver afin de faciliter une régulation naturelle de ces ravageurs. La profession agricole, elle a conscience et elle est sensible à ces enjeux, mais elle manque d'un outil opérationnel qui lui permettrait de les aider dans cette prise de décision, de traiter ou pas traiter, mais en tenant compte de cette régulation naturelle. Et donc le projet tend à développer, l'objectif principal du projet, c'est de développer un outil d'aide à décision qui va accompagner donc ces agriculteurs dans cette démarche-là. Et on va travailler sur la construction d'un modèle statistique en vigne et en céréales, en visant des ravageurs des cultures majeures. Donc pour les céréales, nous avons choisi 3 espèces de pucerons qui sont les plus présents sur les céréales. Et sur la vigne, le ravageur majeur des grappes, c'est une tordeuse qui s'appelle Lobesia botrana. Et vous voyez en dessous, on a aussi le cortège de parasitoïdes, le cortège de parasitoïdes qu'on retrouve le plus souvent sur parasiter des larves de ces 2 ravageurs. Il s'agit des Aphidus aveni pour les pucerons et 2 espèces Campoplex capitator, qui est un autre hyménoptère, et un diptère, Phytoniptera nigerina. Donc, dans la construction de cette OAD, à la base de cette construction, on a un modèle statistique en fait qui s'appuie sur une évaluation simultanée de la densité au niveau de population de ces ravageurs et aussi une détection qui est précoce du parasitisme dans les premières générations par un outil moléculaire qui a été déjà développé. Donc ce sont des résultats initiaux avant de commencer ce projet. À partir de 2021, parce que le projet a commencé en 2021-2022, vous avez un chemin qui montre un peu notre approche où sur le terrain, nous avons réalisé à partir du mois d'avril pour les pucerons une estimation de la pression des ravageurs, donc des pucerons, et un petit peu plus tard, on a commencé sur la vigne avec la première génération des tordeuses. Et des prélèvements ont été réalisés en même temps aussi pour faire ce test moléculaire et détecter le parasitisme. Donc il s'agit des données qui rentrent dans le modèle pour avoir une possibilité de prédire les taux de parasitisme et l'impact sur la dynamique des ravageurs. Un peu plus tard dans l'année, on a continué à travailler sur la vigne parce qu'il y a 2 autres générations sur la vigne, 2 générations sexuelles, la G2 et G3 qu'on appelle, où des estimations des niveaux des populations ont été réalisées. Donc ainsi, on a travaillé à une échelle nationale. Donc un des premiers résultats, c'est la création de ces réseaux des parcelles. Pour la vigne, on a ciblé 5 régions viticoles et pour les céréales, 8 régions viticoles. Vous les voyez, céréales en vert et vignes en rouge. Et on considère comme un autre résultat important depuis 2021, c'est la robotisation de cet outil de détection moléculaire. Donc avec cette robotisation, il sera possible après d'appliquer l'outil de la décision par des analyses qui seront faites en routine, dans un laboratoire de routine.
les premiers résultats des pressions des ravageurs et taux de parasitisme ont été obtenus en 2021. 2022, c'est encore en cours. Donc on voit sur la vigne qu'on a des valeurs de la pression des tordeuses. On la évalue sur nombre des foyers où on trouve une larve sur 100 grappes. Donc on est à peu près à 34 foyers. Et on voit qu'il y a des différences entre régions, surtout dans le sud, dans l'Aude, on a une pression plus importante. Le taux de parasitisme a été aussi évalué, il est assez important. On voit que 38% des larves testées étaient parasitées, et on arrive jusqu'à 80% des larves parasitées sur certaines parcelles. Et qu'on a analysé la relation entre taux de parasitisme et le développement des générations, on voit que le taux de multiplication des tordeuses entre la première génération et la deuxième, et la première et la troisième, parce que c'est celle qui est avant la récolte, elle est négativement corrélée au taux de parasitisme. Donc on voit déjà l'impact du parasitisme sur leur évolution. En céréales, on a également des données en 2021, et on voit qu'au niveau de la pression des pucerons, il y a des différences entre les régions avec une pression significativement importante dans le sud-ouest et les moindres en Bretagne ou dans les autres régions. Et au niveau des taux de parasitisme moyens, on s'approche de ce qu'on a trouvé en vigne, on est à 35%. Et en Bretagne, la pression parasitisme est la plus importante que dans les autres régions. On voit pareil que pour ces régions étudiées, le taux de croissance journalier des populations des pucerons est négativement corrélé au taux de parasitisme. Donc, toutes ces données de 2021 avec les données qu'on va obtenir cette année vont être introduites dans ces modèles mathématiques qui sont travaillés par nos collègues à Rennes. Et il s'agit d'ailleurs des deux modèles, car il y a des paramètres qui sont communs, mais paramètres très spécifiques pour chaque modèle céréales et vignes. Je ne veux pas vous le détailler, on a nos collègues ici si vous souhaitez à midi avoir plus de détails. Donc pour conclure, ce projet pour nous, c'est vraiment une belle expérience de collaboration entre les partenaires académiques et partenaires professionnels, et ça nous permet d'avancer dans la compréhension de la dynamique des populations des ravageurs aussi sur le parasitisme. Et on voit qu'il est important de prendre en compte ces parasitismes dans la gestion des ravageurs pour essayer de limiter l'utilisation des insecticides. Mais je tiens à préciser que suite à ce projet, il est absolument nécessaire de passer par une autre étape pour nous, pour cet outil d'aide à décision afin d'être testé et vérifié, validé. Donc on a besoin de l'appui de nos partenaires professionnels, et aussi on est en train de trouver un laboratoire d'analyse pour réaliser les tests en routine. Donc pour finir, je vous remercie à tous pour votre attention, aussi à tous nos partenaires et collaborateurs qui sont listés sur cette diapositive. Merci Daciana. Donc pour le projet Celgene Viti, eh ben allez, on vous écoute. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Comlan Avia, je suis chargé de recherche en génétique de la vigne à INRA et Colmar. Et donc je vais vous présenter le projet Celgene Vite qui vise à utiliser la sélection génomique pour accélérer la création variétale chez la vigne. Donc, le contexte éco-phyto de ce projet est celui de la vigne, comme aussi rappelé précédemment, où on a une utilisation, une consommation d'au moins 20% des produits phytosanitaires pour environ 3% de la surface agricole utile, ce qui a pour conséquence un fort impact sur l'environnement d'un côté et la santé humaine de l'autre, avec un risque accru d'émergence de souches résistantes aux fongicides. Donc, une des solutions à ce problème, c'est la création de nouvelles variétés, donc résistantes aux principales maladies de la vigne, qui sont le mildiou et l'oïdium, et donc nécessitant moins de traitements chimiques.
Donc, depuis une vingtaine d'années déjà, INRAE s'est engagé dans un programme de création de nouvelles variétés de la vigne, donc appelé INRAE Resdure. Et on a 9 nouvelles variétés résistantes avec une résistance polygénique au milieu alluvium qui ont été inscrites au catalogue à ce jour. Et donc la démonstration a été faite qu'on pouvait créer de nouvelles variétés résistantes aux principales maladies de la vigne. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est un long processus et coûteux également. Et donc ce schéma-là, il dure une quinzaine d'années, sans compter tout le temps consacré au travail de pré-breeding avant d'arriver au schéma de sélection proprement dit. Donc, une des solutions pour optimiser et accélérer le processus, c'est d'utiliser la sélection génomique pour notamment, par exemple, réduire ce schéma, passer à 9 à 10 ans au lieu de 15 ans actuellement. Donc, on travaille sur 3 axes, donc bien sûr la résistance aux maladies, réduire l'impact environnemental et également maintenir la qualité, le potentiel viticole de la vigne. Donc, pour faire simple, la sélection génomique, son principe, il est le suivant. On sélectionne une population dite de calibration sur laquelle on concentre les efforts, c'est-à-dire qu'on va obtenir des données omiques, par exemple des données de génotypage de type SNP. On va également avoir du phénotypage fin. Et grâce à des modèles mathématiques, on va faire le lien entre ces données omiques-là et ces différentes données phénotypiques qu'on va réellement mesurer, notamment au vignoble. Et puis, donc ce qui va nous permettre de mettre en place des modèles de prédiction. Puis de l'autre, lorsqu'on va disposer de populations candidates à la sélection, on aura simplement besoin d'en obtenir des données omiques. Et grâce au modèle de prédiction précédemment calibré sur la population de référence, on va directement prédire les différents caractères phénotypiques qui nous intéressent sans attendre des années de croissance et de mise à fruit des plantes pour pouvoir réellement mesurer les données phénotypiques. Donc, à partir des données prédites, on va pouvoir trier nos génotypes et donc sélectionner les meilleurs pour les faire passer directement dans la dernière phase réglementaire avant inscription au catalogue des nouvelles variétés. Donc, la sélection génomique est susceptible de nous permettre d'accélérer le processus de sélection, d'évaluer plus de matériel génétique et donc également d'économiser en coût de sélection. Donc, les objectifs du projet sont de constituer une population justement de référence optimisée pour la sélection génomique chez la vigne, de planter ce panel-là sur différents sites en France, de réaliser le génotypage et le phénotypage du panel, et enfin de mettre au point et d'optimiser des méthodes de prédiction génomique et phénomique pour la vigne. Donc sont impliqués dans le projet l'UMR Santé de la vigne et qualité du vin INRAE Colmar, l'unité expérimentale également d'INRAE Colmar, l'unité AGAP INRAE Montpellier et enfin l'Institut français de la vigne et du vin. Donc à ce stade, nous avons travaillé sur une optimisation d'une liste de génotypes pour ce panel de référence. Donc cette liste est constituée de 200 génotypes qui comprennent les géniteurs élites des programmes d'innovation variétale INRAE IFV, des cépages emblématiques des différentes régions viticoles, une liste d'accession choisie sur la base de travaux antérieurs visant à prendre en compte les répercussions du changement climatique, ainsi qu'un certain nombre d'accessions étrangères, notamment du pourtour méditerranéen. La plantation du panel a pris 2 années, mais maintenant c'est terminé. Donc on a le panel planté sur 4 sites en France, 2 en Alsace, un site dans le Beaujolais et puis un dernier site à Montpellier. Au départ du projet, on avait visé un génotypage par séquençage, donc qui s'adresse à une portion du génome moins de 10%. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de génotypes dont on dispose déjà de données de séquençage complet, donc en tenant compte des données déjà publiées, de données de reséquençage complet qu'on a localement à Colmar. On s'est dit que le mieux pour optimiser les choses, c'est de reséquencer de façon complète ceux dont on ne dispose pas encore. Donc on a séquencé de façon complète une centaine
de génotype. On a également fait une acquisition d'un appareil de mesure de spectre en proche infrarouge pour pouvoir procéder à des analyses de phénomiques. Et donc, à noter que les premières données phénotypiques sur le panel seront obtenues à partir de l'année prochaine. Et parallèlement, on est impliqué dans un travail d'harmonisation des variables mesurées en expérimentation et en sélection. Donc, c'est un travail avec les différentes interprofessions de la vigne et également une mise en place d'une base de données commune pour les données recueillies. Un des aspects importants de ce projet, c'est vraiment son timing, parce que dans la foulée de la démonstration qui a été faite qu'on pouvait créer de nouvelles variétés de vignes avec une résistance polygénique au mildiou et à l'oïdium, les principales interprofessions de vignes ont lancé leur propre programme de création de nouvelles variétés, avec cette fois-ci un axe supplémentaire qui est celui de la typicité régionale des vins. Et donc, nous, INRA et l'IEV, donc il y a 12 programmes qui se déroulent actuellement, donc on est impliqués, et donc le projet CellGenVit va directement exploiter les données provenant de ces réseaux pour vraiment valider nos modèles de prédiction et lancer de façon routinière la sélection génomique chez la vigne. Donc on est parti d'un TRL estimé à 4 et on vise un TRL de 8. Aujourd'hui, on estime qu'on est autour de 6. Donc le travail continue pour vraiment valider les modèles de prédiction en utilisant le panel planté et les différentes populations de sélection. Et puis à terme, le but est d'écrire un protocole d'outils d'aide à la décision avec une intégration de la sélection génomique dans de nouveaux schémas de sélection pour les interprofessions. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce très joli projet qui lui aussi joue sur l'amélioration variétale, le choix variétal. Et donc, sans plus attendre, on garde les questions pour la fin de la session. On peut écouter maintenant Kytoprotect avec Benoît. Et puis après, on aura Alexandre pour le projet Prospect FD. Benoît. Bonjour à tous, donc Benoît Poinceau de l'Université de Bourgogne. Voilà, donc le projet Kytoprotect qui a pour objectif en fait de développer un produit biocontrôle à base de chitosane pour lutter contre les maladies, donc essentiellement mildiou et oïdium, avec, alors je ne vais pas reprendre toute l'introduction parce que finalement mes collègues en ont déjà parlé, mais on travaille essentiellement sur la vigne, donc qui est une plante majeure pour l'économie française et qui est très sensible à de nombreuses maladies, dont notamment la pourriture grise, botrytis, mais surtout le mildiou, Plasmopara viticola et l'oïdium erysipenecator. Donc c'est justement une plante qui est très traitée à l'heure actuelle et c'est la raison pour laquelle on cherche des alternatives et qu'on est là aujourd'hui dans le programme Ecophyto. Donc il y a deux alternatives majeures qui sont développées, donc les variétés résistantes dont vient de parler mon collègue, et nous on cherche à développer un produit de biocontrôle à base de chitosane. Donc pour ça, on a réuni un consortium de 4 partenaires, la société Illicitile à côté de Grenoble, qui est spécialiste des glycosciences, l'EMR Agroécologie à Dijon, spécialiste de l'immunité des plantes et du développement de produits de biocontrôle, le LCPO à Bordeaux, spécialiste de la chimie des biopolymères, et la société Phyteurop, spécialiste de la protection des plantes. Alors rapidement, ce programme visait dans un premier temps à produire des lots de chitosane par la société Illicitile, à tester leur efficacité au sein de l'EMR Agroécologie, tout en développant la formulation avec le LCPO et Phyteurop. Donc on a pu tester cette efficacité in vitro, puis sous serre, et ensuite on est passé à des essais au vignoble. Et en fonction des résultats, on essaye au fur et à mesure d'optimiser pour avoir le meilleur couple chitosane-formulant, afin d'améliorer notamment l'effet éliciteur, la pénétration foliaire, et puis de tester la compatibilité chitosane-fongicide à faible dose, avec pour objectif à plus long terme d'avoir une production à grande échelle, et puis de pouvoir l'étendre à d'autres cultures. Alors les premiers résultats qu'on a obtenus, on a déjà réussi à produire toute une déclinaison de chitosan avec différents degrés de polymérisation et de déacétylation à l'échelle du gramme. Donc ça, c'est la société Illicitile qui a réussi à produire ça. À partir de là, on a testé leur effet biologique in vitro. Donc on a commencé sur des effets biofongicides en testant notamment la croissance du champignon Botrytis cinerea. On a vu notamment qu'en fonction des chitosanes produits, on n'avait pas les mêmes activités biologiques. On voit ici que le chitosan D, par exemple, a une concentration inhibitrice 50 à 13 mg par litre, alors que le G, il est à 400. Et on a également testé l'effet in vitro sur la mobilité des zoospores de Plasmopara viticola. Et on voit que le chitosan D, dans ce cas-là, est actif dès 5 mg par litre. Donc on a déjà un effet biofongicide.
Et on peut aussi avoir un effet stimulateur de défense des plantes, donc un effet éliciteur qui a été testé au laboratoire. Donc on a vu que tous les chitosans produits étaient capables d'activer des réactions précoces de défense, l'activation de 2 MAP kinases que vous voyez à gauche, et puis certains d'entre eux sont plus actifs, notamment pour induire de l'expression de gènes de défense, le gène STS1-2 ici qui est indiqué, qui conduit à la production de phytoalexine, c'est ce que vous voyez en rouge en bas, notamment la production de resveratrol et de viniférine chez la vigne. Et quand on regarde les effets de protection sous serre contre le mildiou notamment, on voit bien que tous les chitosanes ne se valent pas, certains sont plus actifs que d'autres, et de ce premier criblage, on a sorti que le chitosan D était le plus intéressant pour nous. Donc on est ensuite passé à des essais au vignoble, où on a fait des traitements au vignoble de Marsanais, à côté de Dijon, et on a regardé l'effet éliciteur, l'effet stimulateur de défense des plantes, sur feuilles et sur baies, avec différents gènes qui ont été mesurés. On constate que finalement le chitosan qui a été utilisé induit faiblement les gènes de défense au vignoble. On a une induction, par exemple de la sylbène-synthase à 10 heures après traitement, mais on voit que d'autres gènes sont peu induits, ou pas du tout induits, notamment dans les baies, alors qu'on est sûr d'avoir bien traité les baies, donc ça soulève de nouvelles questions. Et quand on a fait une analyse métabolomique, on n'a pas détecté de métabolite de défense dans les plantes traitées au vignoble. Néanmoins, quand on a pris ces feuilles de vignoble et qu'on les a inoculées au laboratoire, on a vu une très bonne protection. C'est ce qu'on a complètement à droite, on voit que la maladie n'était pas du tout dispersée sur ces feuilles-là. Donc on a une bonne protection qui est tout à fait reproductible dans ces conditions-là, et a priori qui provient plutôt de l'effet biofongicide que d'un effet éliciteur. Donc on a pu produire comme ça le chitosan D à l'échelle du kilo, c'est ce qui a produit Élicitil, mais on se rend compte que la formulation pourrait encore être optimisée pour améliorer son effet éliciteur. Donc ensuite on est passé à des essais au vignoble à partir de 2021 avec la société Phyteurope qui a managé tous ces essais au vignoble. Donc on a fait des essais d'efficacité intrinsèque où on a testé différentes formulations du chitosan ici, du chitosan D, sur les 2 maladies, oïdium et mildiou. Donc là c'est des résultats d'un essai sur l'oïdium sur grappe. Et ici, on a comparé alors, des traitements classiques comme le soufre ou des produits biocontrôle homologués comme le Kosoga avec la solution commerciale Blason par exemple, et puis les différentes formulations qu'on a testées. Donc on compare et on peut voir par exemple que la formulation 2 est plus active qu'un SDP commercial qui est homologué, on a 80% d'efficacité. À noter que dans ce cas-là, vous voyez l'intensité de la maladie sur la gauche, on est de l'ordre de 8 à 9% d'intensité, donc c'est une faible pression de maladie. On se rend compte aussi que sur les 3 formulations qu'on a testées, la 2 semble la plus efficace dans ce cas-là. Donc ça veut dire aussi qu'on peut avoir une bonne protection au vignoble avec le chitosan D, mais quand on a une faible pression d'innoculant. On a ensuite testé le mildiou, donc là sur 2 essais indépendants, dans le sud-est et dans le sud-ouest. Donc là c'est la moyenne des 2 essais qui est indiquée. Et on a dans cet essai-là comparé notamment 2 doses différentes, 200 et 400 grammes par hectare. On voit qu'on a une efficacité qui est intermédiaire, on est de l'ordre de 45 à 50% d'efficacité, mais on constate ici que le témoin était beaucoup plus infecté, on a une maladie qui est de l'ordre de 30% dans ce cas-là. On n'a pas d'effet dose net qui a été noté dans ces effets-là, par contre on a noté des essais d'efficacité très importants, des écarts très importants intra- et interparcellaires, c'est-à-dire entre les 4 blocs d'une seule parcelle ou entre les 2 essais. Donc on a une grosse variabilité biologique qui a été notée dans plusieurs essais. Quand on fait le bilan des essais en programme, cette fois-ci, c'est-à-dire quand on combine le chitosane à d'autres molécules, soit des produits de biocontrôle homologués, soit des produits plus classiques comme la bouillie bordelaise, on se rend compte là encore que c'est la formulation 0,2 qui est la plus efficace, plus que la bouillie bordelaise dans ce cas-là, que la combinaison de 2 produits de biocontrôle, le LBG qui est un dérivé de phosphonate et le chitosan n'est malheureusement pas synergique, c'est ce qu'on avait espéré au départ. Et quand on regarde les programmes, on a gardé en fait un traitement à la bouillie bordelaise autour de la floraison et essayer de mettre le chitosan avant ou après la floraison. On se rend compte que la meilleure combinaison, c'est plutôt après la floraison, mais on voit que c'est moins efficace que le chitosan D tout seul. Si on regarde maintenant sur l'oïdium, pareil, dans le cadre de programme, donc là on était plutôt dans le cadre de viticulture raisonnée, avec des traitements avec des fongicides de synthèse. On voit dans ce cas-là qu'on a une pression de maladie très forte, on est à 99% à gauche, et dans ce cas-là, les chitosanes seuls ne sont pas suffisants, ils ont décroché finalement. Mais quand on a des combinaisons avec 3 produits de synthèse autour de la floraison et le chitosan avant et après, on a une très bonne efficacité de l'ordre de 60%, alors qu'on a une très forte pression de la maladie. Donc si on fait une petite conclusion, on peut dire qu'on a validé la montée à un TRL6, c'est-à-dire qu'on est capable de traiter des feuilles au vignoble, de les inoculer en laboratoire et d'avoir une très bonne protection. On a montré aussi que sur 16 essais réalisés au vignoble, le chitosan D est efficace utilisé seul lorsqu'il y a de faibles pressions de maladie, mais quand on a des fortes pressions, il décroche, il faut dans ce cas-là l'inclure dans des programmes avec d'autres fongicides.
Et puis on a développé cette année aussi d'autres essais, en 2022, notamment contre le mildiou de la pomme de terre et la cercosporiose de la betterave, qui semblent très encourageants justement sur la cercosporiose. Les résultats obtenus dans des conditions réelles n'ont pas donné de résultats d'efficacité suffisants et reproductibles surtout pour valider le TRL7. Donc pour l'industriel, il y a encore trop de variabilité et on travaille encore là-dessus à comprendre pourquoi on a cette variabilité au champ. Et on se pose maintenant la question d'une production du chitosan D à l'échelle de la tonne. Donc là, ça nécessite encore des études, notamment sur l'aspect économique qui doivent être intégrés. Et il y a d'autres problèmes de réglementation qui subsistent, notamment au niveau de la réglementation européenne sur le chitosan, qui limite là aussi le développement d'un produit de biocontrôle pour l'industriel. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et je remercie tous les partenaires du projet et les cofinanceurs du projet Éco-Phytomaturation. Merci. Merci beaucoup Benoît. Et donc, sans plus attendre, pour Prospect FD. Bonjour à tous, Alex Deville, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin à Bordeaux. Je vais vous présenter en 3 minutes le projet Prospect FD, donc, qui est conduit en partenariat avec le laboratoire IMS, le GEDON des Bordeaux, le BNIC et l'INRAE. Donc, dans la filière viticole, nous avons un petit souci avec un phytoplasme qui est responsable de la maladie de la flavescence dorée et qui donc infecte les pieds de vigne, qui conduit à un dépérissement du vignoble assez rapide si on ne fait rien. Et ce phytoplasme se déplace de pied en pied via un vecteur, donc Scaphoidus titanus, qui est le vecteur de la flavescence dorée. Et on a 2 grands moyens de lutte pour limiter la propagation de la maladie. Le premier, c'est l'application d'insecticides, avec tous les inconvénients qu'on lui connaît. Et le deuxième, c'est la prospection au vignoble à la recherche de nouveaux pieds ou de nouveaux foyers pour limiter la propagation. Et le projet Prospect FD vise à améliorer cette prospection. Donc il y a 2 leviers, 2 volets dans ce projet. Le premier, c'est de développer un système de vision embarqué sur des porteurs pour détecter les pieds qui présentent les symptômes de flavescence dorée. Et le deuxième volet, c'est de développer un outil d'aide à décision pour essayer d'orienter les équipes de prospecteurs à pied vers les zones qui semblent les plus pertinentes à être prospectées, tout en sachant que certains territoires ne peuvent être prospectés que sur 10% de leur surface. Donc il y a vraiment un intérêt à mieux orienter les prospections. Donc, sur le premier volet, on a utilisé une caméra dans le domaine du visible, associée à un flash pour standardiser les photos. Cet appareillage a été embarqué sur des porteurs légers de type brouette ou quad, qui nous ont permis d'acquérir des images de pieds exprimant des symptômes ou de pieds exprimant des symptômes confondants. Donc il y a eu un travail lourd d'annotation qui a été réalisé et qui a permis la création des premiers algorithmes d'intelligence artificielle par le labo IMS. Donc les premiers résultats sont intéressants, mais ils pourront et devront sûrement être complétés pour améliorer les résultats. Plus on aura d'images à noter, plus la qualité des résultats sera bonne, bien sûr. À terme, on imagine que des viticulteurs ou des prestataires qui font de la récolte mécanique pourraient équiper les machines à manager de ce type de caméra pour qu'on puisse fournir et créer des cartes de risque de maladies au vignoble. Concernant le deuxième volet, donc l'outil d'aide à la décision, les travaux ont porté sur l'interview de personnes expertes sur le sujet. Ça permet d'identifier et de collecter des facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on a de la flavescence dorée ou pas dans certaines zones, des facteurs favorisants ou défavorisants. Ensuite, on a hiérarchisé ces facteurs, on les a pondérés, on a créé l'outil d'aide à la décision. Donc pour chaque facteur, donc il y a eu à peu près 19 facteurs identifiés, une douzaine utilisables. Pour chacun des facteurs, on a une couche qui représente ce facteur à l'échelle du territoire étudié. Et ensuite, par contre, les règles de décision, la pondération des facteurs se fait sous Excel avant de repasser sous une restitution cartographique pour l'utilisateur final. Et j'en finirai avec une photo de vignoble attaqué par la flavescence dorée. Voilà, pour une transition. Merci beaucoup. Et donc Bruno, si tu veux venir nous présenter le dernier projet de cette série avec VitiGuide. Merci Xavier. Donc, Bruno Tisser, donc Institut Agro Montpellier. Je viens vous présenter le projet VitiGuide. L'objectif, c'est d'accompagner en fait l'arrêt de l'herbicide
des herbicides chimiques en viticulture. Donc vous savez tous que la substitution se fait par un travail mécanique du sol, ce qui engendre des problèmes de temps de travail, de blessures au niveau des pieds. Une solution en attendant des approches plus systémiques, hein, c'est d'accompagner en fait la filière en proposant un autoguidage du tracteur. Donc l'idée de Vitiguide, c'est de proposer en fait un autoguidage du tracteur centimétrique. Le projet, en fait, il y a trois work packages. Le premier, c'est de valider des solutions commerciales qui existent, mais qui sont très onéreuses pour la viticulture, donc basées sur des expérimentations classiques. Le deuxième work package, c'est de réduire les coûts en reconcevant finalement cette solution d'autoguidage. Donc une solution d'autoguidage, en fait, on a différentes briques, hein, le réseau RTK, qui permet de localiser le tracteur au centimètre près, le récepteur, le calculateur, la direction automatique du tracteur, et puis les capteurs qui vont se mettre sur les roues pour assurer en fait la mesure de l'angle des roues. Chacune de ces briques, en fait, on peut la substituer à de l'open source, des outils libres, gratuits, qu'on pourrait imaginer en autoconstruction. Donc l'objectif de Vitiguide, c'est de voir quelles sont en fait ces briques que l'on peut substituer par des projets open source, en tout cas moins chers, afin de réduire en fait le coût de l'autoguidage pour la viticulture et notamment la petite viticulture. Le troisième work package, c'est l'appropriation de cette technologie par des démonstrations, des fiches, et aussi des ateliers de co-construction, puisqu'en fait on sera sur des solutions libres, open source, qu'il va falloir en fait diffuser. Le partenariat, en fait, donc c'est l'Institut Agro Montpellier et l'IFV. On va s'appuyer également sur les chambres d'agriculture et le LISOD qui va nous accompagner pour créer en fait ces ateliers de co-construction avec la profession. Et on se repose en fait sur deux dispositifs, le MAS numérique qui est sur le domaine de l'Institut Agro et les Digifermes du Vinopole de l'IFV qui accueillent du public, donc beaucoup de professionnels qui viennent pour voir les dispositifs et pour participer également à la création. Donc les premiers résultats de cette année, en fait, c'est qu'on a installé 2 prototypes commerciaux sur les 2 domaines qui ont été utilisés en fait par le tractoriste, testés, etc. On a également testé la localisation centimétrique du tracteur de manière libre, gratuite, avec des projets comme Centipede. Donc ça, on a pu le valider. On a créé les premiers ateliers d'autoconstruction avec les viticulteurs, si bien que par exemple, au niveau de la région Occitanie, aujourd'hui, on peut couvrir pratiquement toute la région avec une correction centimétrique gratuite à destination de la viticulture. Et puis on a pu tester, notamment auprès de nos tractoristes, l'adoption de ces objets avec des choses assez contrastées en fonction en fait, des situations. Et puis on a identifié naturellement les limites et les envies de nos tractoristes. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Bruno. Et donc on a un temps de questions. Est-ce qu'il y a des choses, un côté Internet, Éléonore? Oui, dans le chat, il y a beaucoup de questions pour le projet Chitoprotect. Donc si on pouvait avoir plus de précisions sur les problèmes de réglementation concernant le chitosane. Et une qui se croise un peu avec, quels sont les délais pour obtenir une autorisation de mise sur le marché des formulations à base de cette molécule? Oui, alors... Allô? Oui. Donc, pour la réglementation de Chitoprotect, en fait, il y a différentes réglementations qui existent. Il y a soit des substances de base, parce qu'en fait, le chitosan est homologué en substance de base, mais il y a des contraintes. Il y a 2 types de chitosan qui sont homologués aujourd'hui, soit le chitosan hydrochlorate, soit un chitosan qui provient d'un champignon qui a des bêta-glucanes dedans. Donc, c'est des spécificités assez particulières, et notamment, il y a des masses moléculaires minimales, etc. Donc, c'est assez contraignant. C'est un type de chitosan particulier. Donc, quand on regarde sur Internet, le chitosan, on peut l'acheter sur Internet en termes de compléments alimentaires, etc. Donc on peut le manger, entre guillemets, mais la réglementation fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser en produit de biocontrôle. Donc il y a toujours des limites réglementaires, ça en fait partie. Et donc il faut passer, si on développe un produit de biocontrôle formulé, par les produits, les PPP, produits de protection des plantes, qui demandent une homologation avec une annexe 2 qui coûte plusieurs millions d'euros. Donc voilà, c'est une des contraintes aujourd'hui, un déblocage qui existe au niveau réglementaire. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, c'est bon? Je pense que oui, et on a d'autres questions qui sont arrivées aussi sur toujours le projet Chitoprotect. Quelles peuvent être les causes de la variabilité intraparcellaire de l'efficacité du chitosane? Très bonne question. On se la pose aussi.
Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, au niveau de la plante, c'est ce que je vous ai montré, entre la baie et les feuilles, on se rend compte qu'il n'y a pas la même protection, la même efficacité, et que la baie, par exemple, ne répond pas en termes de réaction de défense par rapport à la feuille. Donc ce qu'on pense aujourd'hui, une des hypothèses, c'est que le récepteur au chitosan s'exprime bien dans les feuilles, mais pas dans les baies, par exemple. Donc on a besoin d'avancer dans la connaissance aussi, et on a un autre projet parallèle qui nous permet d'avancer là-dessus, pour comprendre quand est-ce que la plante va être réceptive ou non au traitement, et quand est-ce qu'on va avoir, en plus de l'effet biofongicide, un effet éliciteur. Et ça fait partie aussi d'un manque de connaissances qu'on essaye d'acquérir au fur et à mesure pour progresser, pour savoir les périodes favorables ou défavorables au traitement. Voilà. Merci Éléonore. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y. Petite question sur la manip métabo. Comment expliquer l'absence de détection de métabolites de défense alors que visiblement il y a quand même une activation parce que sur les feuilles détachées on voit bien qu'il y a une résistance. C'est une question de seuil de détection? Alors, on pense qu'il y a effectivement induction de l'expression des gènes, donc on peut détecter des transcrits, mais finalement, sur 4-5 gènes qu'on a testés, il n'y en a qu'un seul qui est induit, faiblement induit, et uniquement dans les feuilles. Donc c'est très limité, et quand on va au métabolite, donc au produit final, on se rend compte que là, effectivement, il n'y a pas de métabolite produit. Ouais. Donc visiblement, il y a quand même un souci de référence. Il y a peut-être le catalogue de métabolites liés à la défense à revoir. Alors pour établir une référence. C'est pas de la métabolomique effectivement complète, mais si on fait les mêmes traitements sur feuilles sous serre, là on détecte tous les métabolites de défense. Donc pour nous c'est plus un problème de pénétration des molécules pour éliciter des feuilles du vignoble qui sont plus épaisses, plus coriaces entre guillemets que des petites feuilles jeunes qu'on a sous serre. Merci Benoît. Moi j'avais une question pour Alexandre. Est-ce qu'il y a eu une évaluation en parallèle du travail qui est fait de combien on économiserait en améliorant la prospection? Est-ce que effectivement on diminuerait peut-être de moitié les foyers de flavescence et ou du coup les besoins d'arrachage? Parce que c'est une retombée indirecte du projet, mais évidemment qui en justifie toute la valeur au-delà d'optimiser l'aide à la prospection. Donc est-ce que du coup ces éléments-là sont évalués à un moment ou à un autre dans votre projet? Alors à ce stade, il n'y a pas eu d'évaluation et c'est toujours compliqué de se projeter, de savoir quelle quantité d'insecticides on va pouvoir gagner. Ce qui est sûr, c'est que la prospection, c'est vraiment une méthode efficace pour lutter contre la flavescence dorée. Et si on améliore la prospection, on va pouvoir faire des économies de DFT sur insecticides. Mais on est incapable de dire actuellement. Alors les chiffres en fait sur lesquels on peut se projeter, c'est qu'on sait que voilà, dans le vignoble bordelais, il y a 80% du vignoble qui est récolté à la machine. Donc si à terme on pouvait équiper ces machines à ménager de capteurs dans la mesure où c'est efficient, on pourrait sûrement améliorer la détection. Alexandre, c'était juste pour dire que, parce que les gens ne se rendent pas bien compte des coûts financiers, non, mais coûts en temps de travail des prospections, c'est-à-dire, par exemple dans le Gédon-Sauternay, combien de cèpes sont prospectés par unité de temps et par unité d'être humain, puisque c'est manuel, hein, c'est observation visuelle. Et l'enjeu, c'est vraiment d'économiser ces coûts de travail et de les réduire déjà de moitié, ça serait absolument énorme. Le Gédon de Bordeaux qui est partenaire, voilà, prospecte 10% de la surface, donc ils gèrent 80 000 hectares et tous les ans, ils arrivent au mieux à prospecter 10% de la surface seulement. J'ai observé que vous aviez un très bon rappel, 92% c'est déjà pas mal dans ce que vous avez. Là c'est simplement de la reconnaissance d'images basiques, ou vous essayez aussi d'avoir un raisonnement en voyant la répartition spatiale des observations. On pourrait penser que si on a quelque chose qui pourrait être de la flavescence dorée, qui est entouré par deux reconnaissances à coup sûr, alors on va avoir une plus grande probabilité que ce soit effectivement de la flavescence. Alors, je dirais a priori oui, même si c'est pas moi qui développe les algos, c'est les collègues de l'IMS, c'est leur job. Mais je me tourne vers Émeric. Tu as une réponse à apporter, peut-être toi qui est plus. Redis ça parce qu'ils n'entendent pas à distance. Donc à ce jour, c'est image par image, mais a priori c'est prévu, il me semble, ça a été évoqué d'aller vers la position de l'image par rapport aux images environnantes à terme. J'avais une question sur le chitosan. Est-ce que vous êtes intéressé à la diversité de réponses des populations d'agents pathogènes? En d'autres termes, qu'est-ce que
d'une population à l'autre d'agents pathogènes? Est-ce qu'il y aura des variabilités dans la réponse qui fait que ça pourrait expliquer dans certains cas des manques d'efficacité? Oui, alors ça fait partie de nos hypothèses aussi, hein, c'est qu'il pourrait y avoir une biodégradation plus facile à certains endroits par le microbiome foliaire par exemple, ou alors effectivement en fonction des souches de pathogènes, d'avoir des souches qui soit sont plus résistantes, soit dégradent plus facilement la molécule. Ça fait partie des hypothèses qu'on a aussi. Oui, oui, c'est une question sur le projet de sélection génomique au vignoble. En préambule, j'ai vraiment apprécié le fait que les souches soient testées, enfin les cultivars soient testés dans différents environnements, c'est plutôt clever. Mais dans l'introduction, il y avait cette phrase qui était on va développer des variétés résistantes parce que sinon on a des problèmes d'évolution de la résistance aux intrants. Et donc en fait, ça veut dire qu'on s'attend et on a des données qui montrent que les pathogènes, ils n'arrivent pas à évoluer la résistance aux variétés résistantes, alors qu'ils arrivent à le faire aux intrants. C'est ça la logique? Non, pour l'instant, la stratégie, c'est de développer des variétés qui soient avec une résistance polygénique. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a certains des gènes qui sont intégrés, qui sont démontrés comme contournés, mais le fait d'en avoir plusieurs, ça permet de gérer la résistance. Mais le côté de sélection génomique, c'est plus un outil technique pour accélérer tout le schéma et aussi optimiser, parce que la place qu'on a au vignoble n'est pas extensible à l'infini. Donc, quand on produit des populations de sélection, on peut en étudier qu'une petite fraction, alors que si on pouvait juste à l'étape de plantule en serre, on peut en cribler énormément plus, et donc à sélectionner à des stades jeunes et sauter l'étape de la sélection intermédiaire qui prend au moins 6 années. Donc 3 années de mise à fruit et 3 années d'expérimentation pour pouvoir choisir. Donc, merci pour cette réponse. Moi j'avais une question pour Bruno. Est-ce que vous n'avez pas jeté un gros pavé dans la mare? Est-ce que vous vous êtes fait des ennemis avec ceux qui vendaient une solution commerciale en vendant un système qui est gratuit, enfin en mettant à disposition un système gratuit? Non, justement, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que les gros constructeurs Tomcon et Trimble sont avec nous, ils connaissent le projet, on les a aussi associés. D'ailleurs, la solution est ouverte, donc fonctionne, et pour eux, c'est aussi ce type de projet, c'est aussi un tremplin pour faire adopter en fait leur solution. Dans la viticulture. J'entends, en fait, c'est un peu comme nous, hein, je pense qu'il y aura peut-être 20% des viticulteurs qui auront bidouillé, hein, comme nous, on aime avoir Linux, voilà, et puis il y aura 80% peut-être des viticulteurs qui voudront quand même une solution un peu clé en main, avec une réduction des coûts, et ça, ils sont prêts avec nous à co-construire des choses. D'accord, donc ça promeut en fait l'ensemble du secteur. Oui, complètement, et puis ça va ouvrir, enfin en tout cas nous c'est l'espoir, hein. Si on fait ça, c'est aussi que quelque part ça va permettre de combiner en fait des opérations tout en soulageant en fait les tractoristes ou les viticulteurs, c'est-à-dire avec ce guidage au centimètre près, on va pouvoir faire un travail sur le sol le plus minutieux possible, tout en combinant avec d'autres opérations, ce qui permet de limiter le surcoût qui est lié en fait au désherbage mécanique. Merci, c'est très clair. Et ben, merci à vous tous. J'ai encore 2 questions, peut-être si on a le temps. C'est toi qui dis que tu es la maîtresse du temps en fait. Donc j'ai une question encore pour Chitoprotect. C'est en plus de la vigne, donc vous avez étudié l'intérêt potentiel du chitosane sur d'autres couples hôtes parasites. Dans le projet Cap Zéro Phyto, nous serions intéressés par une utilisation éventuelle pour la tomate. Avez-vous des infos? On n'a pas testé encore sur la tomate à ma connaissance, mais ça fait partie des questions qu'on se pose, d'aller sur d'autres pathogènes, notamment aussi sur des systèmes sous serre. Donc c'est vrai que la tomate sous serre, c'est potentiellement, on réfléchissait tout à l'heure avec Philippe Crozier de Phytorop pour les essais 2023, et des essais sous serre, c'est quelque chose qui nous intéresserait. Donc ils peuvent nous contacter, et puis on peut peut-être essayer de faire quelque chose ensemble. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème. Merci. Et une dernière question pour Bruno de Vitiguide. Le coût de désherbage mécanique des vignobles est de 500 € par hectare en général. Votre solution d'autoguidage permet-elle de réduire ce coût? Elle permettra, en gros, c'est surtout qu'elle permettra de réduire le temps de travail alloué en fait, au désherbage mécanique, et après elle permettra de combiner en fait, des outils. Donc elle permettra d'alléger la contrainte qui est liée à ce coût. Mais le coût sera le même. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci aux orateurs, et puis on va entamer la dernière session avant la pause méridienne.